ferme. C'est moins dérangeant, tu cherches vraiment les quartiers peut-être, ou à minuit, ou à 11h. Ok, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être en online. Isabelle Lorion, je suis chercheur en visite à l'INRA depuis le mois de septembre et je m'amuse beaucoup. C'est très beau la France et c'est très beau le coin ici, j'apprécie énormément. Aujourd'hui, je vais vous parler des petits lacs et des mares dans l'Arctique. C'est un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Puis la question, j'organise ma conférence aujourd'hui pour autour de la question comment les lacs, est-ce qu'ils peuvent influencer, les lacs arctiques peuvent influencer le climat global. Donc je vais vous présenter des résultats qui proviennent entre autres de 3 thésards qui viennent de terminer à mon labo. Donc, pour évaluer comment le potentiel des lacs et des mares pour influencer le climat, d'abord, quels sont les critères qu'il faut considérer? D'abord, le système doit émettre, transformer ou enfouir le carbone, puis il doit être assez abondant sur la planète pour affecter le cycle global du carbone. On sait que depuis de quelques années maintenant que les lacs les lacs et les eaux douces en général peuvent et régulent le climat. Et ils sont d'ailleurs une des plus importantes sources de méthane sur la planète. Dans le nord, vous voyez ici la répartition des eaux douces sur la planète. Et donc, on voit que près de la moitié des lacs, si on regarde la superficie, sont situés au-dessus de la latitude 50 degrés nord et notamment dans la zone du pergélisol, le sol gelé en permanence au moins 2 ans consécutifs. Et donc, c'est là où est stockée la moitié du carbone organique des sols de la planète. Et on sait que les eaux douces nordiques émettent plus de 16 téragrammes de carbone sous forme de méthane par an. Donc, les prédictions également montrent que ces émissions pourraient augmenter d'ici 2100 selon s'il y a contraction ou expansion des lacs thermokarstiques. Donc, les lacs thermokarstiques, c'est une classe de lacs qu'on trouve dans les zones de pergélisol où il y a dans les sols riches en glace, où quand la glace fond, il y a érosion des sols, beaucoup de matière organique se ramasse aussi dans ces systèmes-là. Donc, c'est des systèmes, une classe de lacs très particulière. Si on fait le bilan, cette étude a fait le bilan de l'importance des différents lacs qu'on trouve dans les zones nordiques en termes d'émissions de méthane. Donc, il a regardé les mares des castors, les mares dans les peatlands, les eaux peatlands. Je ne me souviens pas du terme en français. Les lacs glaciaires et post-glaciaires et les lacs thermokarstiques. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que les plus grands émetteurs de méthane sont les lacs glaciaires, même s'ils sont très souvent très pauvres, mais c'est parce qu'ils représentent 80% de la surface totale des lacs qu'on trouve au nord. Donc, même s'ils émettent peu par mètre carré, ils émettent beaucoup de manière globale. Les lacs thermokarstiques sont des grands émetteurs par mètre carré, ce sont des hotspots, mais ce ne sont pas les plus abondants. Par contre, ce sont des estimations qui se sont basées sur la surface représentée par les lacs qui sont de taille supérieure à 2000 mètres carrés, parce que c'est une base de données sur la télédétection. Or, la plupart des lacs que j'étudie, qu'on étudie à mon labo, ont une superficie bien inférieure à 2000 mètres carrés. Et en fait,
parfois, ça ressemble à ça, tout petit. Mais on voit ici dans le paysage, tout près du camp sur l'île Bilot, que le paysage peut ressembler à ça avec des tailles très, très variables, mais quand même, somme toute, assez petits, mais très abondants. Deuxième facteur à considérer, c'est que pour qu'un système agisse comme un mécanisme de rétroaction positive ou négative sur le climat, le système doit soit enfouir le carbone pour longtemps, comme le font les océans, par exemple, ou encore le pergélisol, lorsque le carbone est trappé dans les tourbières pour de longs moments, ou encore libérer des anciens stocks de carbone enfouis depuis longtemps, comme par exemple lorsqu'il y a minéralisation du carbone mobilisé par le dégel du pergélisol. Donc, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis un peu alarmistes, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer avec ces gros stocks de carbone, grand risque que ça agisse comme un mécanisme de rétroaction positive sur le climat avec le dégel. Parce que le pergélisol... Oups, toujours encore, je me trompe de... Parce que le pergélisol contient environ 2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère actuellement. Donc, on se demande quelle proportion va être transférée dans l'atmosphère et les océans aussi, à quel rythme, est-ce que c'est un réservoir de carbone labile, est-ce que ça représente un mécanisme de rétroaction positive sur le climat. Donc, dans les sites d'études dans le Nord, il y a donc le pergélisol, mais il y a aussi la couche active au-dessus, qui est cette couche qui dégèle à chaque été, mais qui s'approfondit avec le réchauffement du climat. Et aussi, le gel des gels crée une espèce de mouvement vers le haut, des sols plus profonds, donc plus âgés, vers le haut. Et donc, il y a un transport de carbone et la fonte ou le dégel va apporter du carbone ancien vers les systèmes aquatiques. En même temps que ça, il y a un verdissement de l'Arctique. Si vous avez peut-être entendu que présentement, dans les systèmes arctiques, il y a un verdissement, il y a une croissance des plantes parce que les étés sont plus longs, les eaux sont plus chaudes pour ce qui est des systèmes aquatiques, il y a un apport accru en nutriments, il y a une activation des systèmes de la photosynthèse. Et donc, ben ça va apporter du jeune carbone vers le système aquatique par l'action de l'activité photosynthétique. Donc, les facteurs clés que j'estime pour évaluer le rôle des mares sur le climat, les lacs et les mares, et j'ai tenté de vous parler de ces différents points dans le reste de la conférence, eh bien, c'est d'abord les patrons spatiaux et saisonniers dans les émissions de gaz à effet de serre, il faut s'en préoccuper. Souvent, les chercheurs vont aller dans l'Arctique en plein milieu de l'été, mais est-ce que c'est tout le temps la même, est-ce qu'il y a des variations? La réponse aux conditions climatiques, donc on regarde la réponse aux conditions météorologiques, par exemple une année particulièrement chaude ou froide, comment ça réagit, qui va te permettre éventuellement de faire des prédictions. L'âge aussi des gaz à effet de serre émis, ça c'est important à considérer et moins souvent étudié. Est-ce qu'il y a une utilisation préférentielle du carbone ancien versus le jeune? La labilité donc du carbone mobilisé par le dégel, l'interaction avec le rayonnement solaire et la réponse des producteurs et des consommateurs de gaz à effet de serre. Donc, les sites d'études, je vais vous parler surtout du site d'études sur l'île Bilot, au nord de la terre de Baffin, mais aussi certaines données, c'est un site où on va souvent le long de la baie du Tson également, près de Kuujjuaq. Donc, c'est à ça que ressemble ce site. À l'île Bilot, c'est un site de nidification des oies blanches, donc il y a beaucoup d'activités depuis de nombreuses années par les chercheurs, il y a un temps de recherche là, on peut y accéder. C'est un peu à ça à quoi ressemble le paysage aquatique de ces zones, malgré que sur cette photo, on a l'impression qu'il y a plus que 6% représentés par la surface des systèmes aquatiques. Plus loin dans la vallée, il y a des zones où il y a moins de systèmes aquatiques, donc globalement, pour la vallée, c'est 6%.
Et c'est partagé entre différents types de systèmes, les lacs thermokarstiques et glaciaires, les mares en coin de glace et les mares polygonales ou coalescentes. Ce sont des systèmes qui sont généralement peu profonds et très diversifiés en morphologie, puis en écologie, en biologie. On voit très souvent qu'ils sont très humiques, riches en matière organique dissoute, aussi en méthylmercure, ceci dit. Ils sont sensibles aux précipitations et au régime, à l'équilibre précipitation-évaporation. Ils sont donc susceptibles au drainage. Parfois, ces systèmes peuvent complètement disparaître. Et ils sont colonisés par différents producteurs primaires comme les mousses brunes, les tapis de cyanobactéries avec leurs caroténoïdes et les graminées, par exemple. Donc, il y a une différence marquée entre ces deux systèmes-là. Les mares coalescentes qui sont plus grandes, plus à fleur de sol, mais pas plus profondes. Donc, on parle d'une colonne d'eau, bien souvent, moins de 1 mètre de profondeur. Donc, ces petites mares-là, ben, elles sont bien mélangées. Donc, on a uniforme température, oxygène pour la majeure partie de l'été. Alors que les mares en coin de glace, bien qu'elles sont très peu profondes, ressemblent à un mini-lac, donc avec une structure thermique, épilignon, métallignon et hypolignon. Donc, il ne faut pas présumer que ces systèmes-là sont bien mélangés parce qu'ils sont peu profonds. Si on regarde les isoplètes de température pour une mare en coin de glace, d'abord, elle va geler jusqu'au fond, donc au printemps, le dégel va se faire par la surface, donc c'est différent d'un lac avec un couvert de glace où ça commence par la fonte du couvert de glace. Donc, mais ce qu'on peut observer ici, c'est que très très rapidement, alors que la mare n'a pas du tout complètement fondu, bien on va voir que la colonne d'eau commence déjà à se stratifier. Donc très rapidement, il n'y aura pas vraiment chance pour une bonne oxygénation, ou en fait très rapidement, il va s'installer un déficit en oxygène au fond. Et ça va se poursuivre comme ça tout l'été qui est somme toute assez court là-haut, à peu près 2 mois. Et donc, il va y avoir seulement un mélange partiel de la colonne d'eau dans la première moitié à peu près de la colonne d'eau, jusqu'à la mi-août, où après le mélange va commencer à s'opérer. Donc, cette structure thermique-là va maintenir un faible taux d'oxygène au fond et aussi va freiner l'activité microbienne parce que les températures vont être maintenues parfois bien en deçà de 6 degrés Celsius au fond. Donc, fait frette. Mais pourquoi? Parce que les mares sont parfois logées dans des dépressions, ce type de mares-là, sont parfois logées dans des dépressions topographiques. Donc, le fetch est très court, donc ça ne peut pas créer un mélange de la colonne d'eau. Et ça va être surtout les échanges thermiques qui vont générer de la turbulence et le mélange. Donc, si on superpose, on voit la structure thermique ici de cette mare-là, avec des senseurs qu'on a placés au fond de la mare et la vitesse du vent, vous voyez donc en rouge la température au fond de la mare, de mètre de profond, et en bleu l'oxygène dissous sur l'échelle de droite, puis on a la vitesse du vent en noir. On voit que bien que la vitesse du vent était très élevée à certains moments pendant l'été, ça n'a pas généré de changement dans la température et l'oxygène au fond, alors que lorsque il y avait un vent qui devenait enligné avec l'axe longitudinal de la mare, bien là, il y avait une chance qu'il y ait un mélange qui survienne pendant une courte période de temps, mais aussitôt que le vent n'était plus enligné, très rapidement, l'oxygène et la température chutaient. Il y a parfois des mares en coin de glace comme ça qui sont colonisées par, en fait il y en a beaucoup, où il y a une colonisation par les plantes, par les mousses, puis finalement la topographie fait que c'est moins enclavé, puis il y a plus de chances qu'il y ait un mélange, puis effectivement c'est ce qu'on voit dans cette mare-là, donc une eau plus chaude au fond que dans la mare érosive, et quand même assez froid, mais plus chaud.
et avec plus d'oxygène, mais qui quand même voit des épisodes assez souvent d'hypoxie dans le fond de la mer. Donc cette structure verticale marquée va amener les gaz à effet de serre à s'accumuler au fond des mares. Donc ici, une certaine date, on est allé faire un petit profil, surface, milieu, fond, puis on a vu qu'au fond, il y avait 4 fois plus de CO2 qu'à la surface, 13 fois plus de méthane au fond. Donc il y a une accumulation, bien qu'en surface, les concentrations sont très élevées déjà, parce qu'il y a des apports, il y a de la respiration, il y a beaucoup d'activités microbiennes, de dégradation. Et donc, il y a des émissions régulières. Donc, ce sont des systèmes qui émettent vraiment beaucoup de méthane et de CO2. Il n'y a pas de production de gaz à effet de serre durant l'hiver parce qu'ils sont gelés jusqu'au fond. Donc, globalement, si on regarde un peu les différents systèmes sur le paysage de ce site-là, on a observé que finalement, ce sont les mares en coin de glace, les trough ponds, qui émettent le plus de CO2 et de méthane. Les lacs thermokarstiques moins, mais tout de même. Et également, on observe que les mares polygonales, avec ces tapis de cyanobactéries, puisent le CO2, donc sont des puits de CO2, mais ils sont quand même des sources de méthane. Et on a mesuré une mare record qui avait des concentrations dans la colonne d'eau de l'ordre de jusqu'à 8000 fois plus concentrées que dans l'atmosphère. Donc vraiment, ce sont des systèmes, il ne faut pas trop fumer à côté, ça peut être dangereux. On a aussi regardé, je n'irai pas dans les détails de cette diapositive, mais on a regardé les patrons spatiaux et temporels. Donc on a regardé les différents types de systèmes, puis on les a regardés sous la glace, à la fin de l'hiver, au printemps, début de l'été, fin de l'été, à l'automne, avec certaines prédictions de ce qui est accumulé au fond des mares, que ça va être émis lors du mélange à l'automne. Puis on voit qu'il y a des saisons importantes, comme au printemps, puis à la fin de l'été, puis particulièrement dans ces systèmes-là où les émissions sont plus importantes. Mais ce qui est fort intéressant, c'est quand on s'est mis à mesurer l'âge du carbone dans le méthane qui était émis par ébullition dans les systèmes, récoltés avec des funnels, des cônes inversés pour recueillir les bulles. Donc on a fait la datation, puis on a les différents systèmes ici, puis on voit que alors, ce qui est à noter ici, c'est que les dépôts terrestres de tourbières pris dans le pergélisol, à la base du pergélisol, à la base de cette accumulation organique-là, c'est à peu près 4000 ans. Donc, c'est des dépôts qui datent de l'Holocène. Et on voit que bien, les lacs thermokarstiques émettent effectivement du méthane qui a un âge de plus de 3000 ans à certains moments dans la saison. Donc, ce sont pas nécessairement les plus grands émetteurs, mais tout de même des émetteurs substantiels de vieux carbone, alors que tous les autres plus petits systèmes vont émettre du méthane de carbone récent. Donc, même si il y a du vieux carbone qui se retrouve dans le système parce qu'il y a du carbone qui est érodé, puis ces mécanismes d'érosion et de cryotransport vers le haut, ben, il semble que ce vieux carbone ne soit pas utilisé en priorité par les microbes, sauf dans les grands lacs thermokarstiques. On voit tout de même qu'il y a une légère tendance à ce que la signature du carbone soit un petit peu plus vieux dans les mares érosives de type en coin de glace. Et donc, bien, peut-être qu'avec le temps, ce vieux carbone-là va prendre de l'importance. Donc, c'est à surveiller. Donc là, je vais vous parler d'un peu la réactivité ou la labilité de la matière organique dissoute. Donc, on a beaucoup travaillé sur 2 thèses sur ça. Mais la première chose que je dois vous dire, c'est que on a utilisé beaucoup
on a beaucoup caractérisé la matière organique dissoute grâce à la fluorescence matricielle, les Excitation Emission Matrices. Thomas a développé un modèle à 8 composantes principales. Donc, on était capable d'extraire 8 différentes composantes. Donc, 4 substances, 4 groupes de molécules humiques de type terrestre, 2 groupes de molécules humiques de type microbienne et 2 groupes de molécules de type protéinique du genre tryptophane ou tyrosine. Donc, il faut et d'ailleurs, cette nomenclature de humique terrestre, humique microbienne, tout ça, ça a été développé pour les systèmes lacustres, mais ce sera éventuellement à revisiter pour ce type de système-là, parce que c'est pas aussi clair. Ce qui est terrestre, humique, ben, ça vient des microbes aussi, les microbes dans l'eau interstitielle des sols. Donc, ici, cette figure, donc on a classé, voir comment la matière organique dissoute variait le long du gradient d'érosion. Donc, on voit que la nature de la matière organique dissoute, donc on a mis toutes les propriétés, donc autant de fluorescence matricielle que d'absorbance, puis la concentration, l'indice SUVA, par exemple, l'absorptivité par unité de DOC, etc. Et on a vu qu'effectivement, il y a une caractérisation distincte pour la matière organique dissoute qui provient des mares érosives qui sont surtout caractérisées par une plus grande couleur puis plus de composés humiques terrestres, alors que les mares coalescentes avec les tapis de cyanobactéries sont plus caractérisées par des molécules de faible poids moléculaire et avec les composés protéiniques. Mais lorsqu'on utilisait cette même banque de données, mais qu'on la regardait plutôt sur les 3 années d'échantillonnage qui constituaient la banque de données, on voit qu'il y a un patron qui se décide vraiment important entre 2019 et les 2 autres années où il y a eu un échantillonnage, avec une prédominance, une caractérisation, une matière organique dissoute caractérisée, notamment par ces composés humiques microbiens et terrestres 4. Alors, retenez bien HM2, HT4. Mais d'abord, qu'est-ce qui caractérisait cette année 2019 pluvieuse? C'est qu'elle était pluvieuse et chaude. On voit ici une accumulation des time degree days, les jours de fonte au-dessus de zéro. Et on voit qu'il y avait vraiment, donc c'était vraiment une année plus chaude que les 2 autres. Et de même, l'accumulation des précipitations était plus importante en 2019. Donc, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a caractérisé les différentes sources. On a pris les plantes sur le bassin versant, on a fait des carottes de sol, la couche active, le pergélisol, même la couche de la zone intermédiaire de transition entre les deux. On a pris des graminoïdes, des mousses brunes, les plantes qui dominent sur le paysage. Puis on a fait des lixivia, puis on a analysé la matière organique dissoute dans ces différentes sources sur le bassin versant. Puis on voit comment se répartissent ces différentes composantes-là. On voit comment, finalement, HT4, qui était HT4 et HM2, les composantes plus abondantes qui caractérisaient l'année 2019, mais HT4 est caractéristique des tapis de cyanobactéries. Donc, est-ce que lorsque c'est plus pluvieux, plus chaud, les cyanobactéries ont tendance à relarguer plus de ces composés-là dans l'eau? Et le HM2, caractéristique des carottes de pergélisol. Donc, est-ce que l'année plus chaude, plus pluvieuse avait tendance à aller chercher, à faire fondre, à faire dégeler le sol en dessous, puis à amener cette signature de composants. Bon, OK, so what? Eh bien, lorsque cet étudiant a regardé la dégradation, le taux de perte du carbone organique dissous sur une échelle de temps assez longue, ici, il a fait son expérience sur 6 mois, mais déjà après 3 mois, donc 97 jours, c'est là où ça plafonnait. Donc, il a regardé comment, entre les différentes mares,
cette perte, donc cette minéralisation de la matière organique dissoute, telle que mesurée par les pertes de carbone organique dissous, était reliée à quelle composante? Est-ce qu'il y a une propriété de la matière organique qui semblait contrôler cette perte-là? Et la seule propriété de la matière organique dissoute qui semblait corréler avec cette dégradation-là, c'était la composante P1, tryptophane, un groupe de molécules connu pour être labile dans les écosystèmes. Donc, malgré qu'il y avait une certaine variabilité, et cette composante-là, elle n'est pas très abondante, elle n'est pas très importante. Il n'y avait pas de différence significative dans la quantité de P1 dans les différentes mares, mais dans la proportion de P1, on était vraiment clairement, c'était plus important dans les mares coalescentes. Mais au total, c'était pas, peu importe, ce qui importait le plus, c'était la concentration, la quantité initiale de cette composante-là qui dictait la dégradation. Donc, les composés protéiniques de type tryptophane caractérisent la matière organique, dissoute issue des tapis de cyanobactéries et également des plantes terrestres. Ben, c'est une petite fraction de la matière organique dissoute, mais très réactive et importante pour la dégradation du carbone. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la dégradation, de l'action catalytique du Soleil. Pourquoi? Parce que des systèmes qui sont très peu profonds, ben, généralement, on peut imaginer qu'ils sont assez exposés à la radiation solaire. Et également, la photodégradation, c'est connu pour être dépendant de la nature de la matière organique dissoute. Et puisqu'on observait une grande variabilité dans la matière organique dissoute sur le paysage, dans les mares, on a posé l'hypothèse que ça allait influencer la photodégradation. Donc, il y a eu certaines expériences qu'elle a fait. Je n'ai pas le temps de vous présenter tout, mais elle a fait, par exemple, une dégradation à la bio et la photodégradation de la matière organique dissoute à la fin de l'hiver dans un lac subarctique, voir comment cette matière plus récalcitrante à la fin d'un long hiver, comment elle réagit au soleil. Elle a fait aussi des expériences sur 6 mares in situ. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les expériences de bio et de photodégradation de la matière organique dissoute qui étaient issues des différentes sources sur le bassin versant, puis on l'a comparé à la matière ou à la bio et la photodégradation de la matière organique dissoute une fois qu'elle est dans le lac, dans la mare. Donc, on a isolé les end members. Et ça a été fait sous conditions contrôlées et lumière artificielle dans un simulateur de lumière solaire. Donc, ça, c'est les différentes sources. Donc, les différentes sources, ben, on a foré pour aller chercher le pergélisol. On a pris la couche active également. On a pris différentes plantes, les plus abondantes sur le bassin versant. On a fait des mix parce qu'on ne pouvait pas tout analyser chacune des sources. Donc, on a fait des mix terrestres, des mix aquatiques de plantes, puis on a comparé ça avec les mares. Donc, le premier résultat qui ressort, qui était assez intéressant, c'était de voir que d'abord, l'efficacité de lixiviation pour 100 grammes de matière, il y avait énormément de variabilité dans la quantité de carbone organique dissous, du carbone organique dissous lixivié par les différentes matières. Donc, les sols, pergélisol à couche active, très peu d'efficacité de lixiviation après quelques heures de trempage, alors que les plantes libèrent beaucoup plus de carbone. Donc, le mix terrestre, c'est des ordres de grandeur plus grands. Donc, vraiment beaucoup de carbone libéré à retenir. Ensuite, l'autre résultat, c'est que la matière organique dissoute était, puis on l'a déjà vu dans les précédentes slides, était caractéristique selon les différentes sources sur le bassin versant, avec moins de variabilité pour la couche active et quand même beaucoup de variabilité pour les plantes, les lacs et le pergélisol. Ce qui est assez frappant, c'est de voir comment, ça c'est tous les traitements, le traitement biodégradation versus photodégradation, comment les différentes propriétés ont changé. La perte de carbone organique dissous, les changements dans la couleur, les changements dans les différentes composantes, dans le SUVA, etc.
et également dans la pente de l'absorption ou même le CO2 produit, on voit qu'il y a vraiment un patron très différent. Donc la photodégradation va générer des effets très différents que la biodégradation. Donc si je résume un peu les résultats de son expérience, avec des compositions dans les 8 composantes principales des différentes matières, on voit que les plantes, les producteurs primaires, libèrent beaucoup plus de ces composés protéiniques que la couche active ou l'eau des mares, qui ressemble beaucoup à la couche active, ceci dit, en termes de composition, beaucoup de plus de composantes humiques terrestres. Donc ça a pour conséquence donc, de générer un gradient d'aromaticité, donc plus de carbone organique dissous chromophorique, plus de molécules humiques et aromatiques dans cette direction-là. Et donc, ça crée que la photodégradation est beaucoup plus efficace, beaucoup plus importante dans ce type de système, alors que la biodégradation était beaucoup plus importante dans les lixivias de plantes. Donc, si on regarde de manière globale quel est le devenir des sources de carbone dans les mares, on ne connaît pas la proportion effective de qu'est-ce qui se retrouve dans la mare, parce qu'il il faudrait faire une étude, un bilan de carbone tout seul lors des précipitations aussi, puis ce serait vraiment intéressant de le faire, mais on peut quand même présumer que puisque la matière organique issue des plantes est lixiviée de façon très importante, de façon massive, donc très forte lixiviation, une très bonne biodégradation, et le carbone, il est d'âge moderne. Donc ça explique pourquoi on a retrouvé surtout des gaz à effet de serre avec une signature moderne qui ressort de ces systèmes, puisque une entrée probablement très dominée par, aussitôt qu'il y a une petite pluie, il y a une pulse de ces composés qui rentrent dans la mare et qui vont être dégradés. Mais il s'agit de le capter. Si on va juste prendre une fois de l'eau et qu'on va cueillir notre eau après une longue période de sécheresse, on n'aura pas du tout le même résultat que si on va cueillir juste après une pluie où il y a eu une mobilisation des différentes sources de carbone. La photodégradation était beaucoup plus importante pour la couche active, mais une très faible lixiviation et un âge ancien à moderne, alors que pour ce qui est du carbone qui provenait du pergélisol, bien là, c'était un peu mitigé, c'est-à-dire à la fois biodégradé et photodégradé, avec peu de lixiviation, par contre, un âge ancien. Donc, peut-être qu'il y a des circonstances qui vont amener parfois cette entrée de carbone d'un âge plus ancien, qui a une signification plus importante pour le climat ou pour les modèles climatiques. Donc, le carbone contenu dans le pergélisol, c'est une petite fraction, mais importante pour le climat, qui risque d'augmenter avec le dégel du pergélisol. Donc, la bio et la photodégradation sont susceptibles aussi de varier le long du continuum sol-eau et de répondre à des conditions environnementales et à des changements climatiques, parce que ça va affecter l'exposition à la lumière. Donc, par exemple, un été plus long, il va y avoir plus de chances qu'il y ait une photodégradation qu'un été plus court. La composition de la matière organique dissoute change sur le paysage, les nutriments et l'oxygène, ainsi que les communautés microbiennes qui sont les producteurs, les transformateurs de carbone. C'est effectivement le sujet d'un ancien étudiant, Martial Leroy, qui est dirigé par Jérôme Comte, qui est autrefois venu ici à l'INRA. Et donc, sa thèse est de regarder comment la connectivité sol-eau est un facteur structurant pour les communautés microbiennes dans les systèmes affectés par le dégel du pergélisol. Donc, ses objectifs sont d'étudier les processus d'assemblage des communautés le long de ces continuums à deux latitudes, donc près de Kujarapik puis près de sur l'île Willow, et d'évaluer le rôle de la qualité de la matière organique dissoute sur l'assemblage des communautés, et de mieux comprendre la décomposition du carbone et les émissions de gaz à effet de serre
par les mares. Donc, il fait cela présentement par une analyse, par séquençage métabarcoding, puis aussi séquençage du métagénome pour regarder les différentes fonctions impliquées dans la production de gaz à effet de serre, mais également dans les cycles de l'azote, par exemple. Ah non, malheureusement, je ne vous donnerai pas plus, j'ai pas vraiment le temps de vous donner plus de détails sur la question, mais je voulais terminer ma conférence pour vous parler un petit peu de la raison pourquoi je suis venue ici. C'est pour apprendre à mesurer les COV, les composés organiques volatiles. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est un nouveau paradigme. Il y a, somme toute, peu d'études qui regardent ces composés-là volatiles dans les systèmes arctiques. La production de ces composés-là, elle est faite par les plantes terrestres et aquatiques. C'est beaucoup plus connu par les forêts qui produisent les différentes plantes, aussi dans les systèmes, dans les tourbières, qui produisent de ces composés volatiles. Les bactéries, les archées le produisent aussi. Puis la photochimie, la dégradation photochimique peut produire des COV directement. Ça a des rôles dans la communication entre les plantes, entre les producteurs primaires, donc l'allélopathie. Ça peut jouer un rôle dans la compétition entre les différentes espèces. C'est impliqué dans la défense contre les insectes, contre le broutage, contre différents stress, par la lumière, la chaleur, les déficits en nutriments, la salinité. Et pourquoi on s'intéresse à ces composés-là? C'est parce qu'ils prolongent la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Donc, ce sont des composés qui sont impliqués dans la chimie atmosphérique. C'est impliqué aussi dans l'albédo. Ça génère également des particules nocives pour la santé. Donc, c'est impliqué dans la production d'aérosols. Donc, on s'y intéresse de plus en plus. Et c'est un groupe de molécules extrêmement complexes. C'est pour ça que c'est difficile de les étudier. Ça inclut des terpènes, par exemple l'isoprène, qui est très abondant, des composés soufrés tels que le sulfure de diméthyle, qui est surtout connu pour jouer un rôle dans les océans, mais qui semble aussi être émis par les eaux douces, des molécules oxygénées, des alcools, des aldéhydes, des acides carboxyliques, etc. Donc, les défis analytiques sont liés au fait qu'on les retrouve en faible concentration, mais avec une très grande diversité et réactivité. L'affinité est différente, donc on ne va pas nécessairement pouvoir toutes les quantifier d'une même façon. Il faut changer, modifier, ça dépend des méthodes analytiques. Parfois elles sont instables, elles se conservent moins bien, certaines, notamment les composés soufrés. Et si on veut faire une analyse a posteriori, ce qui est vraiment mon intérêt dans l'Arctique, impossible d'amener un GC, impossible d'amener de l'azote liquide, des gaz, tout ça. Donc, on ne peut pas faire une analyse immédiate, il faut pouvoir les récolter, puis pouvoir se fier que ce qu'on récolte représente bien ce qui se passe. Donc, on a fait une série d'analyses en récoltant les coves sur des tubes qui trappent, qui gardent, conservent les coves. Et leur émission sur la planète semble répondre à différents stress, à la productivité primaire, à la sénescence des algues. Et ce ne sera pas les mêmes profils de coves qu'on va retrouver selon si la plante est vivante ou morte ou en train de mourir. Les mêmes choses pour le plancton, le phytoplancton. Ça va répondre au broutage. Du moins pour les plantes terrestres, ça a été démontré. Est-ce que c'est pareil pour les systèmes lacustres? Ça va répondre à la concentration en matière organique dissoute, à l'anoxie, au faible pH, etc. Donc, et aussi, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forte émission des coves qui survient
au pic de la journée pour ce qui est des plantes terrestres, mais dans un lac, le phytoplancton est dans une colonne d'eau, donc les coves émises vont être dans l'eau, ça va prendre de la turbulence pour ramener ça vers l'atmosphère, donc il semble que les pics d'émission sont plus tard dans la journée ou peut-être même la nuit. Mais si les coves sont émis la nuit ou le plus tard, lorsque le soleil est moins puissant, bien, la chimie, la photochimie de ces composés-là va être vraiment différente si c'est émis plus tard que au pic de la journée. Donc, c'est des questions qui sont importantes à considérer. Également, les chercheurs ont montré qu'il y a des liens évidents entre les surfactants et les biofilms. Et quand on regarde les systèmes dans l'Arctique, on voit qu'il y a beaucoup, c'est un beau terrain de jeu, il y a énormément de biofilms, de surfactants, de diversité, donc on va vraiment, il y a de quoi s'amuser dans les prochaines années pour mesurer les coves dans ces systèmes-là. Et pourquoi s'intéresser particulièrement à l'Arctique du point de vue des coves? D'abord parce que si ce n'est pas les forêts dans la zone, dans la toundra, qui sont importantes, c'est les lacs, on l'a vu avec la répartition des lacs, c'est ça qui est beaucoup abondant. Donc ce serait peut-être plus la productivité primaire dans les lacs qui pourrait jouer un rôle et contribuer aux émissions globales sur la planète de coves. Est-ce que c'est important ou pas? Et avec les changements du climat, donc rallongement de la saison de croissance, verdissement terrestre, changement dans la composition des plantes dominantes sur le paysage, et en parallèle, le dégel du pergélisol, donc brunissement des eaux, hausse de la matière organique dissoute. On sait que ces systèmes-là sont les hotspots pour les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est aussi le cas pour les coves? Donc, on se pose la question, et si les lacs ou les mares vont être une source importante, et est-ce que ça va augmenter avec le réchauffement du climat? Le stage d'Elora, ici, c'était de mettre au point la technique d'extraction des coves dans les tubes Tenax, un incontournable pour les analyses en région éloignée. C'était de mesurer les coves dans 14 espèces de phytoplancton provenant de la collection de l'INRA, avec des conditions intérieures. C'était aussi de regarder l'expérience, elle a fait une expérience sur la réponse de deux espèces à l'augmentation de la lumière avec une exposition en lumière naturelle en rive. Elle a mesuré les coves dans le lac Léman et Charvolet à 3 profondeurs. Elle a fait une petite expérience avec du périphyton et elle a fait une revue bibliographique des facteurs, des coves émis par le phytoplancton et les facteurs de contrôle. Donc, un stage M1 absolument fabuleux, riche et vraiment très, très utile pour nous, toutes les données qu'elle a réalisées. En mai, ça va se poursuivre par la visite d'un collaborateur de l'Angleterre, Michael Steinke, qui va venir pour un mois ici avec son GC. On va faire des mesures en parallèle GC et dans les tubes Tenax. Ça va être aussi, il va y avoir Rika Rinan qui va venir d'une semaine ici de l'Université de Copenhague, qui est une experte sur les coves émises par les milieux terrestres. Et également des étudiantes au PhD qui vont être impliquées dans ces mesures. Donc, on va faire des mesures immédiates avec le GC ou différées. Les mesures différées sont effectuées au laboratoire de Rika. Et on va faire des mesures à la plateforme de l'Explore avec Didier et Viette, où on espère faire des comparaisons avec des mesures de différentes méthodes pour étudier les flux de coves. On va faire des cycles diurnes devant l'INRAE, peut-être à la station de Chloé, qui est un site important pour la FRAE, et peut-être faire des mesures près des bancs de macrophytes, qui est l'intérêt de Geneviève. Donc, je reviens à ma question finale. Est-ce que les petits lacs arctiques peuvent influencer le climat global? Ben, potentiellement, oui, mais ça dépend où. Il faut surveiller les systèmes exposés à l'érosion du pergélisol, les hotspots et les hot moments, donc les moments clés durant la saison. Avec la saison de croissance plus longue, le réchauffement de l'eau, plus d'apports terrestres,
peut-être plus de précipitations, une stratification accrue, plus d'anoxie. On s'attend à ce qu'il y ait des émissions accrues de gaz à effet de serre, potentiellement, mais pour l'instant, c'est surtout d'âge moderne. C'est aussi ce qui a été montré dans d'autres études, dans d'autres endroits. Le carbone, c'est pas... Donc, ces systèmes-là, l'Arctique n'est peut-être pas la bombe climatique que certains articles semblent avancer, mais ce sera à voir si ça va continuer à être du jeune carbone qui est émis. Et avec le verdissement et le brunissement, quel est le point important? Est-ce que les systèmes s'en vont plus vers une érosion, difficulté aux plantes de s'établir parce qu'il y a beaucoup d'érosion de sol, tout ça, ou c'est plutôt stabilisation, croissance par les plantes, terrestrialisation, donc colonisation par les plantes des systèmes? Ça risque d'avoir un effet fort différent sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut regarder l'effet aussi des coves dans ces systèmes-là. Donc, merci. Merci à tous ces gens qui ont contribué à ces projets de recherche aux communautés autochtones de Wapmagostu, Kuujjuarapik et Mitimatalik et aux sources de financement. Si vous avez des questions. Des questions? Oui. En fait, je voulais savoir pour ces écosystèmes lacustres arctiques, est-ce qu'il y a le même pattern par rapport au flux ébullitif et diffusif des gaz à effet de serre? Oui, justement, j'ai une diapo pour ça, juste là. Oui, parce que souvent, hein, les systèmes, il y a beaucoup d'études qui montrent que les flux d'ébullition, des flux d'ébullition dominent les émissions de méthane. Ici, on a regardé donc les flux diffusifs, ébullitifs et les storage flux. Donc, ce qui est accumulé sous la glace l'hiver et qui est émis au printemps, ou ce qui est accumulé dans le fond des mares qui est émis à l'automne. Donc, la lumière n'est pas très bonne pour voir, mais on voit que pour ce qui est du CO2, ça c'est le méthane. Donc, pour ce qui est du méthane, c'est parfois l'ébullition qui est plus importante que la diffusion. Parfois, c'est ex aequo. Il y a des périodes où c'est l'ébullition qui est plus importante. Parfois, il y a des moments où l'ébullition prend le dessus. Tel que prédit, pour ce qui est du CO2, ce qui domine, c'est la diffusion. Mais ça veut dire que même pour la période où c'est brassé, il y a quand même le flux ébullitif de méthane? Oui, oui. Donc, parce que les mares qui sont logées sur les mares en coin de glace, c'est vrai qu'ils sont logés sur un coin de glace qui est très profond, plusieurs mètres, dans une couple de mètres là, sous le sol. Mais parce qu'il y a de l'érosion, le fond n'est pas toujours une patinoire de glace. C'est vrai que des fois, j'ai déjà plongé dans une mare, puis c'est une vraie patinoire, mais souvent, il y a beaucoup de sédiments aussi. Et puis donc, on mesure l'ébullition. Donc, on a des petits funnels qu'on a installés pour récolter. Et puis aussi, il y a des transferts latéraux, parce que là, on parle d'un système qui est 1, 2, 3 mètres de large. Donc, il y a beaucoup de transferts latéraux qui vont se faire. Mais pour ce qui est de l'ébullition, il faut que ça vienne en dessous, effectivement. Et puis, donc, il y a beaucoup de variabilité spatiale, comme tout. C'est toujours le cas, hein, comme tu sais, mais dans ces mares-là, avec une topographie très, très complexe, c'est parfois assez variable. Alors que les mares coalescentes ont cette espèce de tapis de cyano, c'est un peu plus homogène. Puis on a mis parfois 2 funnels dans une mare pour voir, puis ça se maintenait un petit peu plus. Étonnamment, on a vu une mare colonisée par les mousses brunes. Il n'y avait pas de bulles qui sortaient, puis on se disait, voyons, il y a un problème avec notre funnel. Puis non, impossible. C'était vraiment que il n'y avait pas de... Tout était consommé et il n'y avait pas de possibilité de production de bulles dans cette mare-là, mais qui était colonisée. Mais dans d'autres études,
Il y a des chercheurs qui ont montré que quand il y a beaucoup de sphaignes, de mousse brune, il y a des communautés microbiennes qui sont des méthanotrophes là, qui vont consommer beaucoup le méthane et qui vont faire qu'il n'y en a pas suffisamment pour qu'il y ait de l'ébullition. D'ailleurs, on a pris beaucoup de résultats pour essayer de voir l'importance de la méthanotrophie dans ces systèmes-là. Mais là, on n'a pas abouti encore aux résultats finaux, là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a utilisé les isotopes stables, mais aussi on a fait des expériences de consommation du méthane en bouteille pour voir. Puis on observe des variations, mais on n'a juste pas été jusqu'au bout de l'analyse encore. J'avais deux questions. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec des lacs d'altitude, des mares d'altitude par rapport à ce que toi tu observes et puis ma deuxième question, est-ce qu'on a une idée de la contribution en fait des coves au réchauffement global parce que c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler en fait de ça et dans quelle mesure ça contribue, est-ce qu'on a une idée même si c'est difficile à mesurer? Là, je pense qu'il n'y a pas encore énormément d'études, mais j'ai lu qu'il y avait un modèle qui essayait de voir, je pense que ça utilise surtout les coves émises par les forêts, puis il y a une évaluation, je me souviens, mais oui, ça joue un rôle parce que c'est ce dont on parle. Je n'ai pas encore suffisamment lu la littérature pour pouvoir bien répondre à ta question, mais ça préoccupe, ça c'est certain, ça préoccupe les chercheurs, à savoir quel est le rôle. Mais peut-être que ça aurait surtout des effets locaux que globaux, mais c'est à voir. Puis les effets locaux, donc production de noyaux de condensation, de particules d'aérosol qui finalement créent un feedback négatif sur le climat. Mais ça dépend des coves. Puis, donc il y a certaines coves qui, elles, vont, comme l'isoprène, va ralentir l'oxydation du méthane, donc va augmenter la durée de vie du méthane. Donc ça a des implications qui demandent une réflexion puis une modélisation à l'échelle globale plus... puis moi, je n'irai pas dans cette direction-là, mais puis le lien avec les lacs alpins, ben, je pense que vous avez des endroits où il y a du pergélisol. Dans mon altitude, oui, justement, et avec la création de nouveaux lacs, de mares, donc je me dis qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec l'altitude, comme c'est souvent fait avec aux latitudes élevées, altitude élevée. Oui, c'est ça. Ben, je peux imaginer que s'il y a de moins en moins de pergélisol, est-ce que les sols sont suffisamment riches en glace pour que lorsqu'il y a des gels, ben, ça crée ce genre d'érosion, de système d'érosion, ou si la topographie est différente, parce que souvent dans l'Arctique, c'est dans les vallées plates avec peu d'angles. Là, les tourbières ont poussé au fil des milliers d'années, puis là, le pergélisol a pris là-dedans, puis là, quand ça dégèle, ben, ça n'a pas la même topographie que j'imagine, dans une montagne où là, peut-être le drainage se fait mieux, puis que les implications sont en aval. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un intérêt, en tout cas, de voir que peut-être que ça va amener plus de matière organique dans les systèmes, des saisons de croissance plus longues, et donc potentiellement plus de minéralisation. Il y a un sujet aussi que je n'ai pas du tout abordé, mais qu'on a observé, c'est la photoflocculation. Donc, il y a des implications aussi de la lumière sur la flocculation de la matière organique dissoute, qui est comme une façon d'entreposer le carbone qui est libéré par le réchauffement et qui va être enfoui finalement dans le fond des lacs, mais après, ben, c'est disponible pour les organismes microbiens du fond du lac, donc en lien avec l'ébullition et la phosphorméthane au fond. Moi j'avais une question, c'est est-ce que on a une idée comment ils se transforment ces coves dans l'atmosphère, s'ils dégradent, et puis où est-ce qu'ils sont consommés par des plantes,
Oui, ils sont consommés par les microbes. Donc, c'est une source de carbone, parce que c'est des composés carbonés. Puis, effectivement, il y a des puits de cove qui ont été, par exemple, dans l'étude de RICA, dans les études de RICA, ils ont vu que il y a certaines circonstances dans les sols où finalement il y a une diminution des coves, il y a une prise, il y a un flux négatif, pardon, vers les sols dans certaines circonstances. Dans l'atmosphère, ben là, il y a la chimie de l'atmosphère. Oui, c'est réactif. C'est sensible, je pense, aux ions, au H. Donc, il y a toute une chimie atmosphérique qui est complexe. Puis, il y a certaines coves qui ont une durée de vie probablement très courte dans l'atmosphère, alors que d'autres ont une durée de vie beaucoup plus longue, puis elles peuvent jouer un rôle plus important, mais je ne connais pas beaucoup la chimie pas encore, en tout cas. Mais oui, je pense que c'est une... Puis, étant donné qu'il y a des centaines de composés différents, puis que ça prend les bons instruments pour les mesurer, ben là, on a besoin des laboratoires, puis en plus, que c'est réactif, puis que c'est pas simple, ben, il y a encore peu d'études, je crois, par comparaison avec les gaz à effet de serre, plus connus, comme CO2, CH4, CO2. Oui. Alors déjà, merci, c'est très intéressant. Moi j'avais une question par rapport à tout ce qui est carbone ancien. Est-ce qu'il y a un effet de la taille du lac, de la mare, sur la proportion? Parce que je me dis, une petite mare va éroder beaucoup plus qu'un grand lac au fond du lac, enfin au fond de la mare. Ouais. Je me disais, il y a peut-être un effet de la taille de... Ben, effectivement, c'est un point important parce que le volume d'eau qui reçoit la matière organique dissoute érodée est beaucoup plus petit dans une mare proportionnellement, tu sais, la zone d'érosion par rapport à un lac thermokarstique où la zone, ben, le volume d'eau appliqué, c'est dilué finalement. Donc, ça explique pourquoi les émissions sont plus faibles, mais à savoir l'âge, alors on a mesuré l'âge, aussi on a différencié entre la rive et le fond. Puis dans certaines régions en Alaska, ce que les auteurs ont trouvé, c'est que en rive, les lacs migrent carrément sur le bassin versant. L'érosion des vieux sols se fait en rive, puis c'est là où le vieux carbone remonte beaucoup. Donc c'est surtout l'ébullition par ébullition, puis il y a vraiment des émissions de vieux carbone en rive, là où il y a cette érosion-là. Et nous, on a mesuré le contraire. Le vieux carbone ne venait pas de la rive, mais plutôt du centre. Donc, on est en zone de pergélisol continu, là. Donc, mais en dessous des lacs, parce qu'il y a cette masse d'eau-là, chaude, entre guillemets, ben, ça crée ce qu'on appelle un talique dans le pergélisol. Donc, une zone de sol non gelé en dessous du lac, malgré qu'on est dans la zone de pergélisol continu. Puis, parce que c'est la chaleur qui est cumulée, qui fait fondre, dégeler le sol en dessous. Et donc, on a cette masse-là qui autrefois était terrestre en dessous du lac, et dans lequel il y a la dégradation microbienne, puis qui, donc, c'est des vieux stocks à une température suffisamment chaude pour qu'il y ait une dégradation par des microbes spécialisés qui vont faire que ce vieux carbone-là chemine vers la surface et est émis par ébullition. Donc, finalement, ben, on voit que le vieux carbone est émis uniquement du centre des lacs, alors que les mares, même s'ils reçoivent une certaine érosion, quand on l'a mesuré, plutôt moderne. Mais à savoir si c'est tout le temps comme ça, on n'était pas là au printemps, à l'automne. Justement, à l'automne, ce qui se passe, c'est que le pergélisol, ben, la couche superficielle du sol, elle dégèle tout au fil de l'été, puis le point le plus bas du dégel dans le sol survient alors que la glace commence déjà à prendre sur les lacs à l'automne. Donc, c'est là où le plus vieux du carbone est potentiellement relargué mobilisé vers la colonne d'eau et utilisé. Donc, peut-être que
Ce serait vraiment intéressant d'aller là l'automne, mais c'est pas possible. L'accès est vraiment difficile, mais si on pouvait y aller l'automne puis récolter ce carbone-là, je parierais qu'il soit pluvieux à l'automne. J'aimerais bien aller le mesurer. Plage. Ce sont des régions isolées, il faut y aller en hélicoptère, des subventions pour. Mais c'est fantastique d'y aller en hélicoptère, ceci dit, c'est bien agréable de voler au-dessus de ces surfaces-là. Mais c'est compliqué. Mais du coup, s'il y a peut-être un lien à faire avec les lacs d'altitude, est-ce qu'on ne peut pas regarder ça dans les lacs d'altitude plus accessibles Ouais. que des régions C'est hyper pas forcément isolées? plus accessible en fait. Hein. Il faut y aller à pied. Oui, à pied, tu portes du matériel, et si tu as vraiment beaucoup de matériel, tu t'arrêtes en hélicoptère aussi. C'est peut-être des moins grandes distances, mais les études scientifiques importantes, elles se font par hélico aussi. Souvent, tu peux aussi profiter des rotations qui se font dans des refuges avoisinants. Enfin, Ouais. mais bon, c'est aussi souvent comme ça. Mais installer un entonnoir, inverser, récolter des échantillons, camper à côté, je veux dire, c'est pas infaisable. Hein? C'est tout à fait possible. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont daté le carbone émis de ces lacs-là alpins, mais ce serait vraiment intéressant de voir. Là. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Ça va pas loin. Il reste aujourd'hui sur les gelées, mais le travail. En vrai, c'était un peu petit. Ouais, peut-être juste ce que je vais faire, c'est que ouais, le mercredi, on a parlé pareil. Jeudi, J'ai une autre question, je ne vais pas poser, mais Moi, plus tard, merci par beaucoup. exemple, on peut pas échanger le flot de golf. Ouais, j'y ai pensé d'ailleurs dernièrement à ça. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de ne pas juste mesurer les flux à la surface, mais de même à la limite, donc avoir des phonèmes, des cônes inversés, puis soit laisser naturellement émettre ou carrément un peu stimuler le pot, Ah oui, d'accord. pour aller voir la signature. Ouais. Mais les deux, en fait, ce serait vraiment bien.